le G7 des ministres de l'Intérieur en France. Tous, sans exception, ont pris part aux engagements de Paris. Durant cette rencontre, le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner, et ses homologues britanniques, canadiens, allemands, italiens, américains et japonais ont abordé plusieurs thématiques, notamment la lutte contre le trafic de migrants. En compagnie de Mohamed Bazoum, le ministre nigérien de l'Intérieur, et d'Ousseni Compaoré, son homologue burkinabé, les ministres de l'Intérieur du G7 ont mis au point plusieurs mesures en vue d'une lutte efficace contre le dit trafic. Au nombre d'elles, le soutien aux gardes-côtes. Les pays membres du G7 se sont en effet engagés à renforcer les capacités de sauvetage en mer des gardes-côtes des pays d'origine ou de transit. Objectif visé, intercepter des embarcations impliquées dans des trafics de migrants et donc sauver des vies. Un accord de réadmission des migrants dans leur pays d'origine a en outre été trouvé afin de les dissuader de s'engager avec des passeurs. Une mesure qui sera plus tard appuyée par un renforcement d'une coopération policière et judiciaire de chaque pays, les États s'étant engagés à travailler en étroite collaboration. Toutefois, la bataille ne sera pas aisée à remporter, le trafic de migrants s'étant révélé une activité économique particulièrement lucrative. En 2016, près de 7 milliards d'euros de profits ont été générés. Convoqué par la police thaïlandaise pour sédition, le jeune dirigeant de Future Forward, parti opposé à la junte au pouvoir, a dénoncé des accusations politiquement motivées se fondant sur une manifestation hostile à la junte qui remonte à 2015. Pour protester contre son interpellation, des centaines de ses sympathisants sont descendus dans la rue devant le commissariat de police dans le centre de Bangkok, portant des t-shirts à son effigie et scandant des slogans hostiles à la junte et aux militaires sur place. Auditionné pendant 2 heures de temps, il est ressorti du bâtiment affirmant aux hommes de médias sur place qu'il était accusé notamment d'incitation à des troubles et de rassemblement illégal de plus de 10 personnes en 2015. Des accusations qu'il a récusées, se déclarant innocent et plaidant sa bonne foi. L'an dernier, alors qu'il critiquait la junte dans une discussion sur Facebook, il avait déjà été soumis à une enquête au titre de la législation thaïlandaise contre la cybercriminalité pour diffusion présumée de fausses informations. Le mois dernier, le jeune milliardaire Thanathorn avait créé la surprise générale avec sa formation politique tournée vers la jeunesse. Formation ayant récolté plus de 6 millions de voix lors du scrutin du 24 mars, première élection parlementaire depuis le coup d'État de 2014. Il avait alors clamé sa détermination à chasser les militaires du pouvoir. Depuis, ses ennuis n'ont pas cessé. Les premiers à souffrir d'une escalade militaire sont évidemment les Libyens. Et c'est pourquoi j'ai appelé très fermement tous les dirigeants libyens, et en particulier Haftar, à arrêter toutes les opérations militaires et à revenir à la table de négociation sous l'égide de l'ONU. Under UN auspices. The UN efforts. L'effort de l'ONU est extrême et il est dans l'intérêt de tous les Européens d'éviter que l'escalade militaire actuelle ne se poursuive et ne dégénère en une guerre civile. Develops even further and escalates to the level of a civil war. All Europeans. Une semaine après la démission du chef de l'État algérien Abdelaziz Bouteflika, les parlementaires de l'Assemblée populaire nationale, la Chambre basse et du Conseil de la Nation, la Chambre haute, ont acté la vacance du poste de président de la République. Ils ont ainsi désigné ce mardi le président du Conseil de la Nation comme chef de l'État pour une durée de 90 jours. Pendant cette période, une élection présidentielle à laquelle Abdelkader Ben Salah ne pourra pas être candidat doit être organisée. Cette décision est en effet conforme à ce que prévoit la constitution algérienne, mais va à l'encontre de ce que réclame le peuple algérien qui continue massivement à manifester pour réclamer le départ de l'ensemble du système Bouteflika dont Abdelkader Ben Salah est issu. Ce mardi matin, à Alger, des centaines d'étudiants descendus dans la rue scandaient « Dégage Ben Salah » et « Système dégage » devant la Grande Poste. Par ailleurs, les partis de l'opposition ont boycotté ce mardi la session parlementaire, refusant de valider la désignation d'Abdelkader Ben Salah comme chef de l'État par intérim, car contraire aux revendications du peuple. Après plus d'1 mois de contestation massive et inédite,
Le président Abdelaziz Bouteflika a finalement démissionné le 2 avril dernier sous la pression conjuguée de la rue et de l'armée qui a menacé de ne plus reconnaître son autorité. En poste depuis 2014, Béji Caïd Essebsi a lâché une phrase lourde de sens le week-end dernier lors du congrès de Nida Tounes, parti qu'il avait créé en 2012 dans le sillage de la Révolution. En toute honnêteté, je ne pense pas que je vais me représenter. L'âge du président faisait planer de longue date un sérieux doute sur la perspective d'un second mandat. Lors de sa prise de parole à Monastir, Essebsi a lui-même noté vouloir ouvrir la porte aux jeunes. Mais cette annonce prend une dimension particulière après la démission forcée en Algérie voisine du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier sous la pression populaire. Se représenter aurait qui plus est constitué un pari risqué au regard de l'émiettement de Nida Tounes, parti miné par le choc des ambitions. Dans son discours samedi, Béji Caïd Essebsi a admis ses difficultés et appelé à un rassemblement de toutes les forces centristes. Il a surtout tendu la main à son premier ministre Youssef Chahed, dont il a plaidé la réintégration dans le parti. Jusqu'à son éviction en septembre dernier, Chahed était au centre d'âpres luttes de pouvoir, l'opposant notamment à Hafid Caïd Essebsi, le propre fils du chef de l'État. Et le gel de l'adhésion de Chahed à Nida a finalement été levé ce lundi. Mais il reste à savoir comment ce dernier réagira. Fin mars, le Premier ministre n'avait pas donné suite à une première main tendue par Béji Caïd Essebsi. Dégage Ben Salah, une Algérie libre. En matinée à Alger, quelques milliers de manifestants gardés par un important dispositif policier étaient déjà rassemblés sur la place du 1er mai et près de la Grande Poste, les deux poumons de la contestation qui ébranlent le pays depuis 7 semaines. Des appels à reprendre la rue avaient essaimé sur les réseaux sociaux dès la veille, après l'annonce de la désignation d'Abdelkader Ben Salah pour assurer la transition. Partisan d'un 5e mandat de Bouteflika, Ben Salah est une incarnation du régime rejeté par la rue. Mercredi, des magistrats ont également appelé à manifester et les étudiants, déjà des milliers la veille dans plusieurs villes du pays, ont à nouveau appelé à marcher dans la capitale. Pour la première fois depuis le début du mouvement pacifique de contestation, la police a tenté mardi dans la capitale de disperser les étudiants par des tirs de grenades lacrymogènes et des canons à eau. Mais les regards sont aussi tournés vers vendredi, traditionnel jour de manifestation depuis plus d'un mois pour des millions d'Algériens qui promettent de retourner dans les rues en masse pour demander le départ de Ben Salah et la fin du système. Au terme de la période de transition qui devra durer 90 jours maximum, Abdelkader Ben Salah est chargé d'organiser une élection présidentielle. En vertu de la Constitution, il ne peut être candidat. Julian Assange, 47 ans, a été arrêté par des agents du service de la police métropolitain à l'ambassade d'Équateur, a annoncé Scotland Yard, expliquant que l'arrestation a été menée en vertu d'un mandat de juin 2012 délivré par le tribunal londonien de Westminster pour non-présentation au tribunal. Cheveux et barbe blancs, Julian Assange a été porté hors de la représentation diplomatique équatorienne peu après 9h GMT par 6 policiers habillés en civil jusqu'à un fourgon de police. Arrivé au tribunal peu après, l'Australien a été reconnu coupable par le tribunal de Westminster à Londres d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire, un délit passible d'1 an de prison. Il est aussi accusé d'avoir aidé les analystes du renseignement américain Chelsea Manning à obtenir un mot de passe pour accéder à des milliers de documents classés secret défense, ensuite révélés au public. Wikileaks a réagi en accusant l'Équateur d'avoir illégalement mis fin à l'asile politique d'Assange en violation du droit international et avoir invité la police britannique dans l'enceinte de l'ambassade. Personne n'est au-dessus des lois, a déclaré devant les députés la première ministre britannique Theresa May au sujet du fondateur de Wikileaks.
De son côté, Moscou a accusé Londres d'étrangler la liberté, mais le président équatorien a défendu sur Twitter le retrait du statut d'asile de Julian Assange, une décision présentée comme souveraine et prise après ses violations répétées des conventions internationales et des protocoles de la vie quotidienne. Julian Assange s'est réfugié dans l'ambassade en 2012 pour éviter d'être extradé vers la Suède où il était accusé de viol, un dossier depuis classé. Des dizaines de millions d'Indiens se sont rendus ce jeudi dans les bureaux de vote pour le coup d'envoi des plus grandes élections de l'histoire qui dureront 6 semaines et détermineront l'avenir de la démocratie la plus peuplée du globe. Ils sont appelés à choisir le prochain gouvernement de cette nation de 1,3 milliard d'habitants. 1 million de bureaux de vote seront nécessaires au total pour élire 543 députés de la Lok Sabha, chambre basse du Parlement. Propulsé triomphalement aux responsabilités en 2014 avec son Bharatiya Janata Party, Parti du peuple indien, Narendra Modi compte bien être reconduit dans ses fonctions pour un 2e mandat. En travers de son chemin se dresse le Parti du Congrès, formation qui a dominé la politique indienne depuis l'indépendance de 1947, ainsi qu'une myriade de puissants partis régionaux décidés à en découdre. La Corée du Sud est une des dernières économies développées où l'avortement demeure illégal, sauf en cas de viol, d'inceste ou s'il y a risque pour la mère. Hormis ces exceptions, les femmes qui se font avorter sont passibles d'1 an de détention et d'une amende. Les médecins encourent 2 ans, mais la Cour constitutionnelle a estimé ce jeudi par 7 voix contre 2 que la loi de 1953 visant à protéger la vie et les valeurs traditionnelles était contraire à la Constitution et demandait une évolution législative d'ici la fin de l'année prochaine. L'interdiction de l'avortement limite le droit des femmes à accomplir leur propre destin et viole leur droit à la santé en restreignant leur accès à des procédures sûres en temps opportun, a indiqué la Cour via un communiqué. Les embryons dépendent complètement pour leur survie et leur développement du corps de la femme, ce qui fait qu'on ne peut conclure qu'ils sont des êtres vivants séparés et indépendants ayant un droit à la vie. L'annonce de cette décision a été accueillie par des cris de joie et des embrassades de certaines femmes rassemblées devant la Cour constitutionnelle dans le centre de Séoul. Les femmes méritent d'être heureuses autant qu'elles veulent aujourd'hui, a déclaré une militante. La loi de 1953 interdisant l'IVG est largement bafouée et les poursuites sont rares. Mais les associations militantes pour la légalisation dénoncent le fait que certaines jeunes femmes n'ayant pas les moyens s'exposent à des avortements faits dans de mauvaises conditions sanitaires et risquent l'isolement social. L'explosion d'une bombe sur un marché de Quetta, la capitale du Baloutchistan, fait plusieurs morts et blessés. Selon le chef provincial de la police, 8 des morts appartenaient à la minorité chiite Hazara et l'un des tués faisait partie des forces de sécurité. Les autres victimes sont des personnes travaillant sur le marché aux fruits. D'après un policier en poste sur le marché, l'endroit était bondé au moment de l'explosion qui s'est produite tôt ce vendredi matin. Une faction des talibans pakistanais a revendiqué l'attaque réalisée selon elle en partenariat avec un groupe extrémiste sunnite responsable de nombreuses attaques contre les chiites au Pakistan. Le groupe extrémiste sunnite n'a toutefois pas revendiqué directement l'attentat. Le Baloutchistan, frontalier de l'Iran et de l'Afghanistan, est le carrefour de nombreux trafics de tout genre. Des groupes armés extrémistes et séparatistes y sont également actifs. Environ 500 000 des 2,3 millions d'habitants de Quetta sont Hazara. Selon le chef de la police, cette communauté chiite est si régulièrement ciblée que des policiers et des forces paramilitaires assuraient la sécurité du marché visé où ils ont l'habitude de se rendre. La direction de l'ONG Amnesty International pour l'Asie du Sud a pour sa part qualifié l'attaque de rappel douloureux des menaces auxquelles la communauté Hazara de Quetta continue de faire face. En dépit de cette attaque, la sécurité s'est très nettement améliorée au Pakistan, où les attentats constituaient la routine entre 2001 et 2015.